Bonjour, bonsoir. Nous sommes en direct ce mercredi 8 juillet depuis la Carline pour cette émission qui remplace du coup la session d'information du soir où nous accueillons Jérôme Bachet mais aussi Rocío Noemi Martinez pour parler de ce petit opus qui vient de sortir qui est donc Monde post-capitaliste. On va faire donc 1 heure d'émission. On ne prendra pas de questions dans le cadre de cette heure d'émission. Par contre, à la fin de l'émission, on aura un temps ouvert pour des questions, débattre plus largement. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à Pierre, donc de la librairie La Carline, pour commencer. Merci beaucoup. Effectivement, on est très heureux à La Carline de recevoir d'abord Jérôme Bachet, effectivement co-auteur, qui a co-dirigé cette recherche autour des mondes post-capitalistes. On est aussi très heureux d'accueillir ce studio de radio mobile dans la librairie. Jérôme, aujourd'hui, tu co-diriges cet ouvrage énorme, 900 pages, c'est une vraie anthologie. Autour des mondes post-capitalistes. Mais si on revient un tout petit peu en arrière, tu as t'as travaillé plutôt comme médiéviste, comme historien, spécialiste du Moyen-Âge. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, depuis 2014, tes derniers ouvrages se dirigent plus vers une critique du capitalisme. Il y avait Adieu au capitalisme à la découverte, il y avait Défaire la tyrannie du présent également, il y avait le bousculement aussi, basculement pardon, qu'on a aussi... C'est pour bousculer aussi. Donc ce rapport au temps, ce rapport à la durée, il est présent dans ton travail depuis longtemps et on le retrouve bien sûr dans cet ouvrage. Ouvrage, on a dit, donc énorme. Plus de 70 auteurs-autrices, à peu près la même quantité d'articles, qui couvrent un champ énorme de la recherche, qui couvre en fait tous les pans de la vie et qui s'intéresse à imaginer dans tous ces pans-là des réponses d'abord des constats, à quel point le capitalisme est très présent, omniprésent aujourd'hui, mais comment on peut le dépasser, comment on peut sortir de ce capitalisme, de ce modèle omniprésent. J'avais une question sur ces personnes qui ont fait finalement ce livre. Qui ils et elles sont, comment tu les as rencontrés, ça a été quoi le travail pour pour mettre en lien tous ces gens? D'abord, très grand merci donc à Radio Zinzine et à la librairie La Carline pour cette invitation et ce moment de discussion. Alors bon, le livre, effectivement, on est un peu loin du Moyen-Âge, même si parfois c'est intéressant c'est utile de s'intéresser à ce qui précède le capitalisme pour pouvoir aussi penser peut-être un peu mieux ce qui pourrait lui succéder ou le remplacer. Mais bon, pour répondre directement à ta question, effectivement, on a proposé, on a voulu faire avec Laurent Jean-Pierre, qui co-dirige avec moi cet ouvrage, on a voulu proposer un exercice d'anticipation raisonnée, peut-être qu'on reviendra un petit peu sur la manière dont on conçoit ce travail, d'anticipation raisonnée visant à réfléchir, à imaginer et à se représenter ce que seraient des mondes, des manières de vivre, des sociétés, des manières d'être dans des mondes débarrassés du capitalisme, c'est-à-dire organisés selon des logiques radicalement différentes de celles qui régissent malheureusement le monde actuel depuis quelques siècles. Et donc, on avait réfléchi à ces questions aussi bien Laurent Jean-Pierre que moi, comme beaucoup d'autres gens évidemment, de manière individuelle. Et là, on a voulu engager un travail collectif parce que précisément pour essayer de couvrir tous les aspects d'une vie non capitaliste, de cette imagination, de cet imaginaire d'une vie non capitaliste. Il fallait faire appel à des gens, des auteurs, des autrices le plus divers possible, capables d'aborder effectivement
des aspects de l'existence, des aspects de l'organisation collective, de l'organisation sociale, politique, enfin tous ces termes qu'on peut aussi remettre en question. Voilà, dans une très grande diversité d'approches, de compétences, de savoirs, d'expériences à travers le monde. Donc évidemment des gens qui écrivent depuis l'Europe, mais pas seulement, hein, depuis les 4 coins du monde, et avec des pratiques aussi très différentes, on y reviendra. Et donc on a cherché pour tous les thèmes qui sont abordés dans le livre, on donnera sûrement des exemples tout à l'heure, des auteurs et des autrices qui réfléchissent à ces questions, ou qui aient des pratiques qui permettent, qui nous faisaient penser qu'ils étaient en mesure de traiter des questions de la fête et du rituel, comme c'est le cas de Rossio, des questions de l'énergie, des transports, des questions des arts, des questions des subjectivités, etc. etc. Peut-être qu'on fera cette liste plus en détail tout à l'heure. Donc on voulait à la fois des gens qui aient cette compétence, qu'ils soient dans le milieu, dans le monde universitaire ou en dehors, plutôt dans les luttes, dans les milieux militants, dans des pratiques voilà, extrêmement divers, associatives, ou tout simplement dans des activités, parce que parmi les auteurs, il y a des gens qui sont paysans, qui sont marins, qui sont thérapeutes, qui sont, etc. Enfin, je pourrais faire une liste assez longue, mais qui en même temps donc, aient ce domaine d'expérience, de compétences, on pourrait dire, mais aussi qui soient évidemment intéressés par la démarche, donc, qui suppose une critique du capitalisme, évidemment, ce qui n'est pas si difficile que ça à trouver, même si c'est évidemment pas les positions dominantes malheureusement dans le monde d'aujourd'hui, mais en plus qu'ils soient prêts à s'engager dans la particularité de ce livre, c'est-à-dire ce travail d'anticipation, donc voilà, parce que le geste du livre, c'est de se dire, c'est très bien, critiquer le capitalisme, on peut en faire la liste de tous les méfaits, on l'a fait depuis au moins 200 ans, c'est les différents types de critiques du capitalisme, on peut énumérer l'insistance sur l'exploitation, sur l'aliénation, sur la destruction écologique, sur le caractère mortifère, pathogène du capitalisme. Bon, tout ça, c'est des choses dont on sait très bien en quoi elles consistent. C'est tous les méga-projets d'infrastructures destructeurs, c'est toutes les maladies engendrées par les pesticides, par tous les produits chimiques que produit en abondance le capitalisme. Donc tous les méfaits du capitalisme, on en a fait la liste depuis un certain temps, et des critiques argumentées, pensées existent depuis que le capitalisme lui-même existe. La question qui est posée là, c'est: sommes-nous capables d'imaginer, de proposer quelque chose au-delà du capitalisme? C'est ça la question sur laquelle on va peut-être débattre et réfléchir ensemble ce soir. Et donc, c'est pas forcément évident de trouver des auteurs qui répondent à ces deux critères, c'est-à-dire à la fois qu'ils puissent nous dire des choses extrêmement précises et concrètes sur tel ou tel thème, encore une fois les transports, la question des métaux par exemple, là on a une entrée très concrète qui nous parle des métaux dans le monde post-capitaliste, et qui en même temps soit prêt à faire ce geste d'anticipation, donc de projection dans un futur qui par définition n'existe pas encore, même si évidemment un autre élément c'est le fait que des expériences alternatives existent déjà. Et il me semble que René Ozenzine est peut-être situé dans l'une d'elles, donc certains qui sont présents ici savent bien de quoi je parle en ce moment, mais évidemment à travers le monde, ces expériences alternatives qui s'essayent à expérimenter des manières de vivre qui tentent de se démarquer le plus possible des formes d'existence capitaliste, tout ça c'est aussi des points d'appui pour penser cette anticipation post-capitaliste. Donc évidemment le post du post-capitalisme, il est déjà ancré dans des expériences existantes, et puis aussi évidemment aussi dans des réalités, dans des points d'appui qui peuvent exister dans les sociétés pré-capitalistes, pour revenir notamment à la question du Moyen-Âge que tu soulevais en commençant. Ouais. Et dans ces profils très divers dont tu parlais, il y a des gens qui peuvent s'interroger parfois sur une thématique assez proche d'une autre, et parfois beaucoup même des intersections entre les chapitres. Comment on peut, si deux sujets se ressemblent, mais est-ce qu'il y a pu y arriver par exemple que des contributeurs, contributrices soutiennent pas exactement la même ligne? Oui, tout à fait. Alors ça fait partie des principes qu'on avait au départ choisis pour le livre avec Laurent Jean-Pierre, c'est-à-dire une grande diversité de points de vue. En fait, le livre, et donc il fait ce geste de projection, mais il ne le fait pas sur la base d'un
d'un a priori idéologique qui fixerait une ligne, qui déterminerait le fait que, voilà, on a anticipé, ce geste d'anticipation, il pourrait éventuellement tomber dans différents travers, notamment une sorte de programmatisme, c'est-à-dire en fait le fait de tracer déjà un programme qui nous dirait, voilà là où on veut aller, et on vous donne, nous sommes l'avant-garde, là je reprends le schéma qui historiquement a dominé beaucoup d'expériences révolutionnaires au cours du XXe siècle, l'avant-garde sait où on va, sait où on doit aller, quel est le sens de l'histoire, et va nous dire, va nous guider et va nous dire quel est le programme à suivre, quelle est la marche à suivre, quels sont les principes qu'il faut mettre en œuvre pas à pas pour aller vers cette destination qui est la terre promise du communisme, ou tous les noms qu'on peut donner à cet au-delà du capitalisme dans ces traditions historiques auxquelles je me réfère. Donc c'est évidemment pas du tout dans cette optique-là qu'on s'est situé. Il y a au contraire l'idée d'une pluralité d'approches pour deux raisons, parce qu'on pense que ces mondes post-capitalistes, en fait, il faut les penser au pluriel. J'insiste sur le pluriel du titre, monde post-capitaliste, c'est écrit au pluriel. Donc il n'y a pas du tout l'idée que le post-capitalisme, ce serait ça, X, Y ou Z, ceci ou cela ou cela. C'est en fait, il faut assumer pleinement l'idée que les manières même de sortir du capitalisme ne sont pas, ne peuvent pas être pensées de manière unique, mais au contraire, il y a plusieurs manières de penser cette sortie du capitalisme, et surtout, il y a plusieurs manières de penser et de faire les choix qui seront ceux que les collectifs humains feront dans des mondes post-capitalistes, qui peuvent effectivement être très différents. Peut-être on reviendra plus en détail sur la nature même en fait de ces différences, de ces écarts entre les mondes post-capitalistes. Et du coup aussi les manières d'approcher ces mondes post-capitalistes peuvent être différentes, et donc il n'y a aucun problème à ce que des auteurs et des autrices dans ce livre défendent parfois des points de vue qui sont pas absolument concordants. Évidemment, en tant que co-directeur du livre, enfin Laurent, Jean-Pierre et moi-même, on a quand même essayé de donner une cohérence. Donc évidemment, il ne s'agit pas que tous les auteurs disent tout et son contraire à chaque page du livre, sans quoi le livre n'aurait aucune cohérence. Donc il y a quand même un cœur, disons, du livre, mais qui autorise ce genre de discussion. Donc autour de la notion du travail, par exemple, il y a des articles qui ont des points de vue théoriques, par exemple, qui sont assez opposés, entre Dominique Méda et Anselme Japp, pour ne pas les nommer. Donc voilà, ou Bruno Frey. Aussi, voilà. Oui, mais enfin bon, surtout entre Dominique Méda et Anselme Japp, je crois que là, ça fait partie des points de débat théoriques qui sont ouverts par leur... Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait assumé dans le livre. Oui, en fait, dans ce que tu disais sur le fait de sortir justement du truc programmatique, c'est aussi sortir de l'aspect hégémonique, ou d'avoir une seule pensée, et quelque part aussi sortir de l'universalisme des Lumières, d'une certaine manière. Oui, tout à fait, parce que cette manière de penser le post-capitalisme sous un jour unifié, en fait, c'est la conséquence, c'est ce que tu dis, c'est la conséquence, en fait, du poids des conceptions propres à la modernité inspirée des Lumières, et notamment cette idée d'un universalisme qui fait que tous les peuples du monde doivent finalement suivre le même chemin et adopter des valeurs qui sont censées être universelles, sauf que ces valeurs universelles de l'universalisme des Lumières, ce sont des Européens blancs qui les ont énoncées, et ils n'ont pas été demandés aux autres peuples, et en particulier aux peuples colonisés par les Européens justement à travers le monde, quelle était à eux leur propre conception de l'universalisme, ou en tout cas les valeurs qu'eux-mêmes adoptaient dans leur propre culture. Donc cet universalisme des Lumières, c'est un universalisme européen, c'est l'universalisme des Européens, et donc ça n'est pas un universalisme universel, c'est un universalisme particulier, et il est donc plutôt bon de faire cette critique et de reconnaître que les valeurs, les principes cosmologiques, si on veut, les principes directeurs des différentes sociétés ou des différents collectifs humains sont radicalement différents à travers le monde, et qu'il en sera ainsi dans les mondes post-capitalistes, où par exemple les chasseurs-cueilleurs d'Amazonie, puisque parmi les auteurs il y a Davi Kopenawa qui est un chaman Yanomami
qui a écrit d'ailleurs, qui a coécrit un livre magnifique qui s'appelle La chute du ciel, reprend ici et expose les conceptions du monde qui sont celles des Yanomami, et dans les mondes post-capitalistes tels qu'on les conçoit dans ce livre, évidemment que les chasseurs-cueilleurs ont toute leur place, et s'ils souhaitent continuer à vivre en tant que chasseurs-cueilleurs qui ont des conceptions qu'on peut qualifier d'animistes, ou bon, peu importe les termes qu'emploient les anthropologues, elles sont en tout cas radicalement différentes de celles des Occidentaux que nous sommes, et elles ont toute leur place, et alors que justement, c'est la grosse différence avec les conceptions de l'émancipation ou d'un projet de dépassement du capitalisme qui a été conçu dans les cadres même de l'universalisme de la modernité, qui pensait que tous les peuples devaient finalement renoncer aussi, adopter les valeurs de la modernité, et pour cela renoncer à des manières de vivre aussi différentes que celles de chasseurs-cueilleurs, ayant des conceptions qu'on peut qualifier en l'occurrence d'animistes. Jérôme, moi j'avais une question concernant, en fait là tu nous as exposé effectivement d'où écrivent les personnes qui participent à cet ouvrage. Tu précises bien effectivement qu'il y a des ouvriers, des chamans, et aussi quand même beaucoup de personnes qui sont issues du champ de la recherche académique. Voilà. À qui ça s'adresse, ça? Est-ce que c'est un livre qui est à usage d'universitaire? Est-ce que c'est... Qui va lire ça, d'après toi? Qui va lire 900 pages? Peut-être certaines des personnes qui sont présentes ici, dont toutes ne sont peut-être pas universitaires. Alors, je réponds en deux temps. Alors, évidemment, ce n'est pas uniquement les universitaires qui nous intéressent, mais il y a quand même un sujet sur ce terrain-là, c'est-à-dire que nous pensons, Laurent, Jean-Pierre et moi, que dans le monde universitaire et de la recherche, il y a quand même des choses relativement intéressantes qui se font. Bon, c'est peut-être parce qu'on en fait partie, et aussi. Et bon, on peut ne pas être d'accord avec ça, évidemment. Mais bon, il y a un ensemble de... on pense que cette question du post-capitalisme, elle a des choses à apprendre de certaines recherches universitaires. Ne serait-ce qu'il y a des anthropologues qui nous disent des choses qui nous paraissent importantes, et des anthropologues qui soient vivants ou qui ne le soient plus, comme Pierre Clastres, James Scott, Marshall Salins. Ce sont des gens dont les apports nous semblent absolument fondamentaux pour penser même les questions du post-capitalisme, parce qu'ils nous disent des choses importantes sur les modes d'existence des humains et des sociétés humaines dans le passé, dans le présent, d'une part. Et on pense aussi, et sur des choses plus récentes aussi, il y a par exemple il y a des travaux d'économistes autour de la question de la post-croissance qui fournissent des données qui nous semblent utilisables dans ces perspectives du post-capitalisme, par exemple sur les questions d'alimentation, sur les questions d'énergie. La question qui est posée là, c'est est-ce qu'il est possible ça c'est un travail de Julia Steinberger qui est cité dans le livre. Donc c'est une économiste post-300iste, on peut dire. Et la question qu'abordent ces travaux, c'est est-ce qu'on peut, sur une base raisonnée, chiffrée, etc., considérer qu'il est possible de vivre bien pour l'ensemble de l'humanité en respectant les limites planétaires? C'est quand même une question qui n'est pas complètement inintéressante. C'est-à-dire, parce que sinon, si on dit, oui, si on veut absolument satisfaire les besoins élémentaires, etc., c'est pas possible parce que on va dépasser les limites planétaires, le respect nécessaire des limites planétaires écologiques. À ce moment-là, c'est un gros problème. Et qu'on dépasse les limites planétaires sans satisfaire les besoins élémentaires de l'humanité, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est évidemment aussi un problème. Donc est-ce qu'il y a cette voie qui répond positivement à la question que je viens de poser? En faisant des travaux extrêmement précis, calculés, raisonnés, maîtrisés, etc., elle aboutit à une réponse positive. Oui, c'est possible. Et simplement, il suffit, entre guillemets, de changer de système. Voilà. Mais c'est possible. Et voilà, c'est ça la question du livre. La question du livre, c'est de montrer des possibles. Et des possibles, en plus, légèrement plus désirables que les réalités actuelles auxquelles nous sommes confrontés. Bon, c'est quand même pas un sujet
inintéressant. Et donc on pense aussi que ces recherches, cette question du post-capitalisme, c'est déjà d'une certaine manière un sujet de recherche dans le monde universitaire, mais ça doit le devenir beaucoup plus. Donc l'idée qu'on veut aussi promouvoir à travers ce livre, c'est d'encourager, alors on sait qu'on ne va pas le faire simplement nous, on n'a pas cette prétention-là, mais on veut participer en fait à un mouvement qui oriente les énergies des chercheurs, des chercheuses, dans les milieux de la recherche, vers ces questions-là qui nous intéressent et qui sont celles qu'on peut se poser pour précisément penser des mondes post-capitalistes. Parce que c'est une énergie de connaissance qui peut être mise finalement à profit pour ces réflexions sur les mondes post-capitalistes. Donc on s'intéresse à cette question-là de ce qui peut se passer dans ce développement en fait, des recherches sur les questions du post-capitalisme dans les mondes universitaires et de la recherche. Mais évidemment, le livre, il ne concerne pas uniquement les chercheurs et les chercheuses, les universitaires. Évidemment, c'est un livre qui a un enjeu politique. L'enjeu politique, c'est de savoir est-ce qu'on va continuer à souffrir et à cuire comme des poulets rôtis dans la cocotte minute du monde capitaliste actuel, ou est-ce qu'on va s'orienter vers des trajectoires et des possibles qui nous font, pour précisément sortir de cette cocotte minute, qui nous font aussi sortir du capitalisme, tout simplement. Donc c'est une question éminemment politique, c'est une question de survie, tout simplement, c'est une question vitale, on pourrait dire, et il nous semble qu'elle est censée intéresser tous les gens de bonne volonté. Et donc le livre, on espère qu'il soit malgré tout accessible. Alors évidemment, 900 pages, ça fait peur. C'est gros, c'est lourd, on ne peut pas le tenir dans son lit pour lire quelques pages avant de s'endormir. Et puis surtout, ça fait peur. Et puis voilà, il y a plein d'universitaires, donc évidemment, ça peut rebuter, c'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce que je peux dire à ça ? Regardez. Alors l'avantage, c'est que ce sont des textes, c'est 72 textes, 72 contributions qui sont très courtes, c'est 10-15 pages. Donc en 10-15 pages, vous avez un aperçu sur les questions de l'énergie dans des mondes post-capitalistes, sur les questions du vieillissement dans le monde post-capitaliste, de l'amour, de la sexualité, tout un tas de sujets. Et en 10-15 pages, peut-être ça aide à s'endormir de lire ça. Un texte par jour, pas plus. Hein. Il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Un problème de quoi ? Le carte son. J'ai choisi ça. Et alors du coup, ça va passer ce qu'on a fait ? Je sais pas. Si ça passe pas, il y a pas de musique. Je sais pas ce que. Je peux pas te dire là ce qui se passe là. Branche-toi sur le. On verra. Mais vous entendez quand je parle hein ? Oui, surtout avec les enceintes. On ne sait pas où. Si, remarque. Les gens, quand ils n'entendent pas, ils disent ah. Oui, ils ont rigolé. Donc, Non, au contraire, l'explication, je l'ai mal formulée, sur laquelle, sur celle-ci en fait, de qui va le lire. Oui. Moi, ce qui me semble que c'est vraiment très pertinent, et la réponse est, je pense qu'on pouvait assez facilement enchaîner sur la question qui est, Là on était sur le point suivant. c'est quoi le point, à savoir l'aspect global de la vie et du coup aussi là-dedans, parler aussi. C'est exactement ça. Je veux dire, toi, effectivement, tu évoques bien le fait que, oui, il y a le champ de la recherche, on en parle, mais que ça concerne la vie intégrale et notamment une vie dont on n'a pas trop l'habitude d'observer en recherche. Voilà, on reprend donc toujours en direct depuis la librairie La Carline à Fort-Calquier avec Jérôme Bachet et Rocio Noémie Martinez. Et juste avant cette interruption, cette pause musicale, tu as commencé, Jérôme, à parler des aspects globaux de la vie qui sont abordés dans ce bouquin, ce qui est d'ailleurs aussi
un des aspects qui sort aussi de la pensée un peu traditionnelle des mouvements révolutionnaires qui restaient dans à la fois une sphère très économiste, souvent, très économiste, très productiviste, et aussi en gardant quelque part la politique comme sphère séparée de la vie. Alors que là, justement, on est dans vouloir toucher un peu tous les aspects de la vie. Et peut-être que pour donner un exemple, on peut, donc Rocio, Noémie Martinez, tu peux peut-être nous parler de l'entrée que tu as écrite toi, c'est donc Fêtes et rituels dans le chapitre Luxe communal, créativité et joie. Juste avant de te donner la parole, pour dire que toi, tu es historienne de l'art formée au Mexique, à l'Université nationale autonome de Mexico, et tu es aussi anthropologue formé à l'EHESS à Paris, et donc là maintenant tu enseignes à l'Université autonome du Chiapas à San Cristobal de las Casas, et donc tu as écrit là cette entrée Fêtes et rituels, si tu peux nous en dire deux mots. Merci de cette présentation. Je suis surtout premièrement très émue de voir tous ces amis, des personnes que j'avais connues depuis très longtemps, qui a suivi un chemin non capitaliste, et qui c'est toujours dans l'articulation des luttes qui, je crois que dans le sens de ces livres, on a une possibilité de nous retrouver et de reparler de tout ce qui comporte avoir un ensemble d'entrées comme ça, et la possibilité aussi de penser qu'un livre, ce n'est pas un objet. C'est un lien de subjectivité qui nous permet d'échanger et d'avoir une nouvelle approche des choses que nous partageons. Est-ce que ça s'entend bien ou pas? Oui. Ok, c'est bon comme ça. De toute façon, je parle très bas. C'est un problème culturel peut-être, mais c'est vrai que ça nous aide un peu la technique. Alors, je voulais dire sur cette histoire des fêtes et rituels, quand Jean m'a convoqué avec Laurent de dire que je voulais participer avec cet ouvrage sur le post-capitalisme. Je dis, mais absolument pas post, non, prêt. Je suis plutôt pour les cultures qui déjà ont vécu des choses qui leur a permis de se réunir, de traverser des enjeux pour vivre autrement. C'est-à-dire quelque chose qui implique la colonisation et beaucoup d'histoires qui peut-être ne sont pas écrites, mais qui par contre existent. Et que parfois c'est important de rappeler un peu tout le monde, pas seulement à l'université, mais aussi dans la vie qu'on vit chez nous. Et on a fait des choses qui comptent beaucoup pour maintenir la vie courante et pour avoir des choses qui sont nécessaires pour continuer à vivre. Et que dans le post-capitalisme, on se projette, bien sûr, mais il y a un prêt qui existe aussi dans les cultures indiennes, indigènes, où je suis plus proche, qui nous enseigne énormément de choses et que peut-être on ne les a pas vues encore suffisamment, qu'on n'a pas appris énormément d'elles et que c'est le moment aussi pour nous projeter vers le futur. Donc pour moi, pré et post vont ensemble. C'est des temporalités différentes qui vont se potentier dans le présent quand on exerce la fête et le rituel. Et des rituels qui sont aussi des fêtes, mais qui parfois se sacralisent ou peuvent avoir des points de difficulté quand ça déclenche, disons, une question de pouvoir, c'est une mauvaise tradition. Mais quand ça déclenche une articulation de créativité pour construire des choses à la place de les détruire, alors ça devient vraiment une potentialisation de la vie et des outils qu'on a pour continuer à garder territoire, action, pratique commun et surtout une possibilité de donner suite à des relations différentes que le monde capitaliste empêche avec la guerre et avec les situations d'individuels et de pouvoir
sur les uns et les autres. Et donc, l'idée de raconter un peu ça, c'est parce que le livre n'est pas idéologique dans ce sens-là. Donc, on était en accord et désaccord même dans le début du livre, mais c'était plutôt une envie de partager la possibilité d'être en désaccord. Déjà, dans la vie, parfois, on n'est pas en accord, mais c'est important de le dire et de dire pourquoi. Lesquelles sont les pratiques qui marchent bien et lesquelles sont les pratiques qui nous détruisent. C'est quelque chose de plus simple, peut-être pas trop intellectualisé, pour revenir à des choses petites qui dans la vie nous permet d'être plus unis, plus dans la force de travail, que ce n'est pas le travail productif, mais d'un travail qui chez nous s'appelle différemment, si on parle des communautés, et c'est des services qui se rendent à la communauté, qui après vont être restitués autrement. Donc l'idée de travail aussi qui change énormément quand la possibilité de la vie est le noyau qui nous met ensemble. Et donc la fête en soi, pour moi, c'était une expérience importante chez le monde amérindien, chez les Mayas, où j'ai aperçu comme les charges communautaires permettent ce double visage, disons, entre la tradition rigide qui va développer des situations, des conflits parfois, parce que c'est très hiérarchisé, mais aussi nous permet, si on se libère de ça, nous permet que la tradition se reconstruise, se renouvelle, nous donne des résultats magnifiques. Et donc aussi, j'ai la chance énorme de travailler dans une commune autonome, zapatiste, où la tradition renouvelée donne des résultats différents pour permettre que ce qu'on appelait ennemis il y a très longtemps devient parfois des grands frères. Donne les relations la possibilité d'échanger et on ne voit pas depuis une fixation de monde des Blancs les ennemis, mais non plus le monde des Indiens, tous les Indiens. Parce qu'on a aussi des complexités qu'il faut vraiment dénouer. Et le capitalisme, c'est le vrai ennemi. Un système de pensée où l'individu le point centré qui n'arrive pas à se décentrer pour aller vers les autres, alors là, il y a le problème. La fête, donc, c'est un espace d'organisation, un espace qui ne peut pas être joué tout seul. Et donc, c'est un jeu où la possibilité d'échanger et d'avoir différentes possibilités de pratique où tout le monde trouve une place pour y être, c'est quelque chose de très important pour les fêtes traditionnelles, les cultes traditionnels, mais aussi pour se rappeler que nous tous, ici ou là-bas, ou dans différents mondes, la fête comporte une partie de participation collective où le commun devient réel. On ne peut pas fêter dans la joie ou dans la tristesse. La fête n'est pas seulement de la joie. Aussi, parfois on fête dans la tristesse. Mais ça pour dire que la potentialité des organisations festives nous fait voir un monde autre qu'on rêve, justement dans le rêve, quand on imagine, quand on pense en dormant, qu'est-ce qu'on va faire quand on se réveille, nous amène à avoir la possibilité de nous réveiller avec le plaisir de la vie. Et c'est ça que je voulais plus ou moins raconter dans cette entrée, dans ces participations, en faisant des échanges énormes avec un de nos collègues et amis, qui ne sont non plus universitaires, Chuno Lopez-Intin avec l'équipe Couche-Lejal, le Bon Vivre, qui fait partie aussi d'un but que le monde indien se met toujours en face. Le Bon Vivre, ce n'est pas quelque chose de paradisiaque. C'est quelque chose qui va avoir en face aussi de conflits
une possibilité d'opposition qui ne va pas détruire, mais qui nous permet aussi de nous confronter, d'être autocritiques pour changer ce qu'on doit changer, ce qui ne marche pas. Et donc, ce n'est pas l'idée non plus d'une fête idéale où tout le monde danse au même rythme. Non, c'est la possibilité de savoir que le faire nous permet de réfléchir et de faire aussi la théorie. Et ici, je reviens au livre même, qui ramène des pratiques, mais aussi des réflexions théoriques parfois, que certains disent « Ah non, mais non, encore la théorie, c'est trop, oh, ah, que de pratique, il n'y a pas de réflexion ». Mais c'est un peu tout en même temps. Pour pouvoir danser, il faut vraiment trouver le pas et le rythme pour que tout le monde puisse être dans une dimension des rencontres. Et si ça n'est pas possible, un monde post-capitaliste ne va jamais s'ancrer dans son histoire du passé, ne va pas se reconnaître dans ce que leur a permis d'exister. Et donc, entre fête et rituel, il y a encore beaucoup de décalages, mais je ne veux pas approfondir sur ça, mais peut-être après, ça vous donnera l'envie d'aller lire et de s'endormir aussi. D'après ce que vient de dire Jérôme. Hein. Voilà, c'est ça. Et ouais, il y a en tous les cas aussi, enfin, tu abordes un point quand tu parles de conflictualité. Je voulais peut-être aussi revenir un peu là-dessus parce que on peut avoir aussi, quand on prend les anciennes programmes de révolutionnaires, et ben en gros, le monde capitaliste ça va pas, on va faire la révolution et après youpi tralala, tout ira bien, ce sera le paradis sur terre. Et visiblement, le bouquin ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Oui. Ça marche ou pas? Je crois pas. Hein. Non. Tiens. Ça y est, t'as remis. Oui, parce que aussi les expériences historiques du XXe siècle, les expériences révolutionnaires du XXe siècle, ont assez mal tourné. Enfin, on s'en est rendu compte. Et donc les promesses révolutionnaires telles qu'on les ont été formulées, en tout cas pour les révolutions principales du XXe siècle, elles nous obligent en fait à ne pas refaire la même chose et à repartir aussi sur d'autres bases. Donc effectivement, la manière dont on doit poser dont on peut poser aujourd'hui la question du dépassement du capitalisme et du post-capitalisme, elle doit tenir compte de cet échec des révolutions du XXe siècle, de la nécessité de les critiquer et donc de proposer quelque chose qui soit radicalement différent en fait des bases même sur lesquelles ces projets et ces expériences ont été menées, et puis se démarquer aussi des manières de penser l'utopie qui ont eu cours depuis le 19e siècle. Et ces manières dont on cherche à se démarquer, on peut appeler ça une forme d'utopisme abstrait qui précisément, il y a beaucoup d'auteurs du 19e qu'on peut citer, qui pensait qu'il était possible en fait de tracer les plans d'une société idéale et dans lesquels en fait tous les problèmes seraient résolus. Et alors ça, effectivement, on rejette absolument radicalement cette idée. C'est pourquoi aussi le livre en fait ne trace pas un plan d'ensemble. Tous ces textes dont on a parlé, en fait, ce sont des éléments. Mais on les a pas joints comme dans un plan tout à fait dessiné ou une maison, un édifice qui serait parfaitement ajointé et déjà achevé. On n'en est pas là, on en est à poser un certain nombre de briques. Donc tous ces chapitres, ce sont des briques que chacun peut aussi mettre dans l'ordre qu'il souhaite pour la lecture et pour la réflexion. Et puis évidemment, il y a cette question que tu évoques, c'est-à-dire rompre totalement avec cette idée d'une société idéale. Le post-capitalisme tel qu'on peut le penser, ça n'est pas un monde idéal. Ça n'est pas la paix universelle réalisée, qui était l'objectif de Kant et de la modernité de manière générale. Ce n'est pas un monde, ce n'est absolument pas un monde, une société idéale. Et c'est pourquoi il y a un article qui est un peu stratégique dans le livre pour exprimer cette dimension-là. C'est un texte qui s'appelle « Conflit ». Qu'on a écrit conjointement, Laurent et moi. Il n'y a pas eu trop de conflits entre nous pour l'écrire, mais ça peut arriver aussi, et c'est très bien. Et donc voilà, ce texte, c'est pour dire, dans les mondes post-capitalistes, il continuera à y avoir des conflits. Alors, pas de la même manière que dans les mondes historiques, pas de la même manière que dans le monde capitaliste,
Dans le monde capitaliste, on peut remarquer que les conflits, les conflits se jouent à tout un tas d'échelles extrêmement différentes, mais à des échelles sociales importantes, tous les conflits, ils ont été médiatisés en fait par la formation des États-nations, la rivalité entre les États-nations, les 2 guerres mondiales, des guerres destructrices à un degré qui n'avait jamais existé évidemment dans l'histoire de l'humanité, le tout redoublé par le fait que le capitalisme a industrialisé la production d'armements et a développé des armes d'une puissance destructrice, y compris la bombe atomique, qui évidemment sont une échelle qui dépasse de manière absolue tout ce qui avait pu exister dans le passé. Donc peut-être que les conflits dans des mondes post-capitalistes reviendront à des échelles moindres. Évidemment, on pense que ce sera des mondes... On ne sait pas si on peut exclure la question de la guerre, mais en tout cas, peut-être que la guerre, à cette échelle-là, à l'échelle qu'a produite le capitalisme, on espère évidemment qu'elle disparaîtra, mais les conflits, et donc là, le texte, en fait, les conflits ne disparaîtront pas, et l'article s'intéresse, d'une part, à ce qui pourrait rester en fait des conflits tels qu'ils ont existé dans les mondes capitalistes ou dans l'histoire de manière plus générale, mais aussi à des types de conflits ou à des objets de conflits ou à des modalités de conflits nouvelles qui tiendraient en fait aux caractéristiques même des mondes post-capitalistes. Donc on essaye d'imaginer des facteurs de conflictualité propres au monde post-capitaliste. Donc c'est pour vous dire à quel point on essaye de balayer en fait cette illusion utopiste, au mauvais sens du terme, d'un monde idéal entièrement pacifié dans lequel tous les problèmes seraient résolus. C'est effectivement une belle utopie, et il y a beaucoup de, même si c'est pas un programme au sens premier, mais il y a beaucoup d'outils qui peuvent être déployés dans tout ça, dans toutes ces entrées. Jusqu'à présent, les tentatives de faire autrement n'ont pas toujours été bien vues des détenteurs du pouvoir, économique, politique notamment. Comment on fait pour imaginer, mettre en place ces outils sans craindre trop le backlash de gouvernement, de détenteurs du capital? Alors, il faut donner une précision qui est que le livre n'est pas centré sur les questions qu'on pourrait qualifier des questions de stratégie, c'est-à-dire les questions du comment on y va, quelles sont les étapes, quelles sont les modalités des luttes ou les processus qui permettraient d'y arriver. Parce que c'est une question qui est très largement débattue, il y a beaucoup d'autres ouvrages qui traitent de ces questions, qui sont évidemment fondamentales, parce que ça n'a aucun sens de parler du post-capitalisme si on ne réfléchit pas en même temps à comment y arriver. Mais dans ce livre, on a fait le choix quand même de se dire, justement, la question de l'anticipation post-capitaliste est si peu présente en fait. C'est ça le problème, c'est que bien souvent on est contre le capitalisme, on lutte contre lui, on lutte contre les grands projets, on lutte contre la destruction de telle ou telle forêt, on en parlait tout à l'heure, aux 4 coins du monde. Bon, les dimensions des luttes sont absolument multiples et multiformes et omniprésentes aux 4 coins de la planète. On sait, encore une fois, tous les méfaits du capitalisme, mais qu'est-ce qu'on a à proposer ? Positivement, qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'après, c'est toujours la même chose. On va dire, on est contre le capitalisme. Mais alors là, les gens répondent, oui, mais alors qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que quelque chose est possible à la place ? Là, si on n'a pas réfléchi à cette question, on dit, oui, sûrement quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens, déjà, si on est soi-même critique du capitalisme, on est de toute manière, évidemment, un peu désespéré de la dynamique actuelle du monde, et que, évidemment, toutes les luttes sont confrontées précisément à ces backlash écologiques et autres, antiféministes, tout ce qu'on voudra, aujourd'hui. Donc, évidemment que le contexte est éminemment déprimant et difficile et adverse, donc c'est difficile. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de gens dont on peut se dire, effectivement, ils se rendent bien compte que ça ne va pas. Alors soit ils vont vers des solutions qui sont certainement pires que la situation actuelle, soit de toute manière, il y a cette idée, oui, ça ne va pas du tout, mais en fait, on ne peut rien faire. De toute manière, c'est foutu. Le changement climatique, oui, on sait que ça existe, mais de toute manière, c'est foutu. Donc voilà, on ne fait rien.
cette espèce de fatalisme est quand même, me semble-t-il, extrêmement présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être, j'espère qu'on en discutera. Et donc le fait quand même de dire, mais non, il y a vraiment d'autres possibilités. Alors évidemment, il y a des possibilités programmatiques pour les prochaines élections ou pour dans les 5 ans qui viennent. Mais si la question fondamentale, c'est vraiment que la cause fondamentale de tous les problèmes que l'on rencontre, et en premier lieu les questions écologiques, en premier lieu le réchauffement climatique dont on ressent évidemment particulièrement dans cette période, mais qui est un phénomène évidemment dont on connaît la nature et dont on sait les tendances depuis maintenant assez longtemps. Bon, la cause de tout ça, c'est fondamentalement le système capitaliste. Donc, c'est le productivisme et l'extractivisme capitaliste. Donc, si on veut vraiment sortir de ces questions-là, c'est la question de la sortie du capitalisme qui est évidemment posée. Donc, il faut être capable, nous semble-t-il, de proposer quelque chose et de montrer que quelque chose d'autre à la place du capitalisme, au-delà du capitalisme, est pensable, est possible et même désirable. Donc du coup, j'ai oublié la question spécifique que tu me posais. La question, elle était... Pas la réponse. Ah oui, comment on y va? Non, enfin, c'est comment on fait? Bon, alors évidemment, j'ai pas la réponse, parce que si quelqu'un prétend avoir la réponse, je pense qu'on peut avoir quelques doutes sur le fait qu'il n'est pas en train de nous raconter. C'est le conte pour enfants du jour. Personne n'a la solution. Qu'est-ce qu'on peut dire? La seule solution, c'est de continuer les luttes qui existent déjà, c'est de continuer les expériences alternatives, les efforts de construction d'espaces, de ce que j'appelle des espaces libérés, comme Longomai, comme des milliers de lieux, comme l'expérience zapatiste au Chiapas. Donc soutenir toutes ces luttes qui sont précisément les lieux où commencent à s'expérimenter d'autres formes de vie qui essayent de se détacher un peu, évidemment pas en totalité. On ne peut pas dire qu'il y a des mondes post-capitalistes qui existent déjà aujourd'hui, parce qu'ils sont pris, malgré même dans le cas de l'expérience zapatiste, les zapatistes ne disent pas qu'ils sont sortis du capitalisme. Ils luttent quotidiennement pour résister aux avancées du capitalisme et de l'État mexicain et pour développer leur autonomie et les manières de vivre et de s'organiser auxquelles ils croient et qu'ils développent depuis plus de 30 ans maintenant. Donc toutes ces luttes existent déjà, elles sont évidemment essentielles, parce que c'est là où s'expérimente en fait et où s'accumulent en fait des capacités de faire collectivement qui sont fondées précisément sur le faire commun, sur l'entraide, sur le soin, sur l'auto-organisation, sur des formes d'auto-gouvernement, c'est-à-dire en fait tous les principes qu'on retrouve dans le livre, parce que pour poser des principes, on n'a pas dit quels sont les principes de ces mondes post-capitalistes, mais ils sont évoqués dans le livre, évidemment, c'est l'objet même du livre. Où est-ce qu'on a trouvé? On les a pas sortis de notre tête, on les a sortis quand même d'une tradition révolutionnaire critique depuis 2 siècles en menant la critique, comme je disais tout à l'heure, et on les a sortis des expériences qui ont existé depuis la Commune de Paris, par exemple, jusqu'au Chiapas et à toutes les autres expériences qui, sous une forme ou sous une autre, se revendiquent par exemple du principe du commun, qui est un des thèmes, un des principes fondamentaux qui sont développés dans le livre, qui ne sont pas inventés dans le livre, c'est un objet de discussion depuis une trentaine d'années, mais donc voilà, il faut continuer à la fois à réfléchir à ces questions, et évidemment il faut poursuivre toutes les luttes, tous les efforts de construction de ces réalités communes, malgré le contexte adverse. Et évidemment, le contexte adverse, ça a un nom, ça s'appelle néofascisme, et on est confronté à ça en France et dans un très grand nombre de pays à travers le monde. Mais le néofascisme, même s'il nous fait peur, et très peur à tous, ça n'est pas non plus le fin mot de l'histoire. C'est une réaction du capitalisme dans une situation de crise dont on pourrait détailler les éléments, qui va vers cette forme beaucoup plus radicale de domination, parce qu'en fait, il n'arrive plus à contrôler la situation sous des formes habituelles, notamment celle de la démocratie pour les pays qui sont concernés par ces formes d'organisation démocratique, avec toutes les limites, évidemment, qui vont avec ce terme. Donc c'est une réaction du capitalisme dans une situation de très grande difficulté, et il faut essayer d'y faire face, et il faut aussi penser au coup d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a proposé derrière cette montée du néofascisme qui n'est pas éternelle et qui peut aussi se retourner, parce qu'il faut aussi ajouter qu'on est dans un monde où l'incertitude domine,
où les mouvements de balancier, alors c'est même plus des mouvements de balancier, hein, c'est que ça va dans tous les sens et puis ça change d'une année sur l'autre, ça va un coup dans un sens, après on ne sait pas trop où. Donc il y a une espèce à la fois d'incertitude et d'incohérence croissante et d'imprévisibilité aussi des mouvements. Il n'y a pas un mouvement de l'histoire, là on est vraiment plutôt dans une période justement peut-être de bifurcation ou en tout cas de crise systémique qui fait que voilà, ça va très très loin du côté du backlash néofasciste, mais on ne sait pas où ça va repartir dans un autre sens, et donc peut-être qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, néanmoins, il y a, comme tu le disais quand tu parlais entre autres de la crise climatique, il y a une certaine urgence. Parce que, en fait, si le capitalisme remet en question les conditions d'habitabilité de la Terre, on aura beau être post-anti-pré-capitaliste, si en fait on ne peut plus vivre sur Terre, ça ne servira pas à grand-chose. C'est bien l'enjeu du livre. Quand je disais qu'il y a un enjeu vital à se poser cette question, c'est que le capitalisme... Il y a un problème, je veux rectifier ça parce que tout de suite, c'est-à-dire que quand on dit le capitalisme, évidemment c'est un gros mot, et puis alors déjà il faudra discuter de ce qu'on met dedans, tout le monde n'est pas du tout d'accord sur la façon de concevoir le capitalisme, et puis le capitalisme c'est pas quelque chose d'uniforme, d'homogène, il a évidemment évolué, je ne vais pas me mettre à faire un déroulé de l'histoire du capitalisme, mais aussi il est extrêmement divers à l'échelle de la planète. Le capitalisme des pays européens, c'est pas le même que celui des États-Unis de Trump, c'est pas le même que le capitalisme chinois de Xi Jinping, c'est pas le même que celui de Poutine, etc., etc. Donc il y a des différences à l'intérieur même du capitalisme. Mais alors il y a un moment, des gens disaient bah oui, alors mais peut-être le capitalisme lui-même va pouvoir faire une transition écologique, non pas une transition écologique, une transition énergétique qui pourrait peut-être diminuer l'impact ou l'ampleur en fait de la question du réchauffement climatique. C'est pas complètement à exclure. Personnellement, j'aurais été tenté de défendre cette idée-là. Je crois même que je l'ai écrit, donc je peux le dire. Mais évidemment, c'est pas la tendance qui domine aujourd'hui. La tendance qui domine aujourd'hui, c'est le retour du capitalisme fossile. C'est les énergies fossiles à plein, drill baby drill, comme dit Trump, et c'est le néofascisme qui va avec, qui s'allie paradoxalement avec la high-tech de la Silicon Valley, mais et alors là, ce capitalisme-là, on est sur une trajectoire de plus 4 degrés de moyenne à l'échelle planétaire. On ne va pas se mettre à parler trop de chiffres, mais enfin, c'est quand même intéressant parce que là, on est à plus 1,3, aujourd'hui, c'est plus 1,3 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Il y a 20 ans, on était à plus 1,2. On est monté de 0,1 degré en 15-20 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a une différence entre le climat d'il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui? C'est assez fort la différence quand même, non? Enfin, en ce moment, on le sent assez fort quand même. Je vous dis pas. Attends, juste. Non, je finis mon. Quand on sera à 4 degrés d'augmentation, 4 degrés moyen. 4 degrés moyen, c'est à l'échelle planétaire. Donc ça veut dire en Europe, c'est plus 6 degrés de hausse moyenne des températures. Quand Cédric dit que la planète n'est plus habitable, je ne sais pas si l'Europe a plus 6 degrés de température moyenne, si ça reste habitable. En tout cas, bon, c'est le Sahel à peu près. Voilà, c'est ça le problème. Un capitalisme vert qui réussirait une transition énergétique, si c'est possible, on peut en douter, mais lui, il nous emmènerait vers 2 degrés, 2 degrés 2 de réchauffement général, donc 3 degrés en Europe. Moyenne. On parle en 2100. Non? Oui, c'est en 2100, d'accord. Bon, évidemment, on n'y sera plus, mais enfin, on voit ce que ça donne, même quand on est en 2040 ou 2050, pour prendre quelque chose de plus proche. Voilà, donc les deux scénarios, évidemment, il y en a un qui est moins pire que l'autre, mais de toute manière, c'est des mondes qui deviennent potentiellement invivables dans un très grand nombre de régions. Donc, alors, nous, on sera peut-être plus là, mais on a des enfants. Et peut-être ils auront des enfants. Donc, est-ce qu'ils pourront vivre dans les pays européens? C'est pas évident. La seule manière, là ce que je suis en train de dire, là, en fait, je vous déglose une étude, alors je ne vais pas citer mais certains universitaires qui font des choses qui ne sont pas complètement inutiles pour nous, ont chiffré tout ça.
je ne donne pas de nom, peu importe. La seule manière de rester à 1,5, c'est-à-dire c'est le terme des accords de Paris, donc c'est déjà pire que ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est pas tellement, c'est pas si loin que ça de ce qu'on connaît aujourd'hui. La seule manière, c'est des scénarios de décroissance, donc de sobriété, de réduction de la production, parce que quand même dans le post-capitalisme, il faut le dire, un des principes fondamentaux, c'est qu'il faut, globalement, il faut arrêter cette machine productiviste qui ne produit que pour le profit, en réalité, plus que pour satisfaire des choix réels qui seraient ceux justement du bien vivre de tous et de toutes. C'est quand même ça le seul principe, c'est un peu un principe directeur du post-capitalisme. Ça suppose effectivement une certaine sobriété et donc une croissance, enfin un abandon en fait de la logique de la croissance économique. Bon. Et ça c'est le seul scénario qui nous permet de rester. Les rapports du GIEC et tout ça, ils disent pas ça. Hein. Donc c'est d'autres études qui disent ces choses-là. Et ça, dans le capitalisme, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Donc si on veut, voilà, on est obligé de penser que la seule manière de garder un monde qui soit pas, encore une fois, cette cocotte minute invivable, c'est dans le capitalisme, c'est pas possible, c'est tout. Voilà. Rousseau, tu voulais parler, mais très rapidement, il reste 3 minutes. Non, je voudrais simplement revenir à la question. Comment on peut faire? C'est une question très large et qu'on ne peut pas répondre, mais je crois que aussi on a des outils d'un livre sur le soin. Soigner le monde, ça veut dire critiquer la civilisation, le pouvoir que ça comporte et voir le besoin qu'on a. De quels besoins on parle quand on écoute vraiment les autres. Donc c'est ça que je voulais dire, et surtout les femmes. Au milieu de tout ça, il y a l'entrée de Silvia Federici, il manque pas mal de choses, ça reste encore à faire avec l'histoire des femmes, la question des gens, la question des personnes trans et non-binaires, et beaucoup qui manque. Mais je crois que dans le soin et dans la préoccupation pour ne pas penser l'effondrement du monde, pour qu'on reste actif, c'est vraiment très important. Parce que si on pense que tout est fini, on est dans l'abandon, il y a des suicides partout. Donc, à tous les niveaux. Donc, il faut créer et réactiver l'espoir de nos capacités d'écoute, des besoins qu'on a par collectivité, par personne. Et ça sera le soin, c'est-à-dire pas la surveillance, le soin, hein, et substituer des concepts qui ne marchent plus. C'est tout. Je crois que ça va être une conclusion. Merci donc à Rocio Noemi Martinez, à Jérôme Bachet et à la Carline de nous avoir accueillis ici. Merci à Marie-Pascale à la technique. Et puis on se retrouve sur les ondes de la Zinzine bientôt. Salut. Si, on va faire des questions. Bon, maintenant on est entre nous. Hein. Ah voilà, c'est ça. On peut se dire les choses vraiment. Hein. Parfait. Attends, on finit la musique. Ouais, je pense. La fête va commencer. C'est ça. C'est là qu'on peut danser. À ce moment-là, baisse peut-être la musique si on continue. Oui, parce que là, on se disait que ça pouvait être un moment, pendant le direct, c'était un peu compliqué d'envisager. Je sais. De notre côté, je sais pas si c'est nécessaire, mais par contre. Si. Si. Ah, pardon alors. Ok. C'est mieux? Oui. On se disait que pendant le direct, c'était peut-être un peu compliqué d'envisager les questions, mais bien évidemment, elles sont tout à fait attendues si vous en avez. Et donc, on peut faire circuler les micros pour que ça puisse être posé.
Vas-y, parle. Allô? Oui. Allô, ça va? Alors, moi, il y a une chose que je trouve importante. Je ne sais pas si vous avez abordé ça de ce côté-là, c'est la question des concepts. En fait, parce que chaque civilisation, on peut dire, ou chaque moment de civilisation, elle a d'abord inventé ses concepts. On peut dire peut-être en même temps que des pratiques, mais on a mis des mots sur des sentiments, sur une vue, enfin ce que tu as appelé aussi sa cosmologie. Est-ce que tu ne crois pas qu'en ce moment, il y a une sacrée confusion? Alors, moi, je parle d'abord au mot anticapitaliste. Tu as même des partis qui cherchent le pouvoir qui se disent anticapitalistes. Et tu entends ça partout, dans la gauche, même la droite ou l'extrême droite. Hein. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura un gros travail à faire là-dessus, de remise en question des concepts? Parce qu'après ça, en viennent d'autres. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que le travail pour les gens? Qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que la marchandise? Qu'est-ce que c'est que... Bon, et puis après ça vient... Alors moi, ça me semble difficile de rechercher des solutions, à part évidemment, on a tous des intuitions ou des choses dans notre culture qui fait que on sait ce qui nous semble aller vers la liberté, l'émancipation, plus que ce qui peut aller vers le... Et moi, je me demandais si au lieu du langage politique, on ne pourrait pas lancer un langage poétique. Moi, s'il y a des gens qui peuvent me citer un mouvement nazi ou fasciste qui aurait écrit de la poésie, ça m'intéresserait. Je pense que ce serait une bonne arme. Bon, quand je parle de poésie, je parle de toute expression culturelle. Voilà. Donc la question elle est double en fait, hein, puisque tu veux à la fois plus de concepts et plus de poésie. C'est ça. Des concepts. Oui, oui. Alors sur le premier volet, c'est présent dans le livre, hein, je te rassure et je vous rassure tous et tous, même si certains veulent peut-être pas du tout de concept. Hein, donc il y a, évidemment dans les lecteurs, il y a ceux qui font cette demande et puis au contraire ceux que l'aspect conceptuel rebute ou effraie. Alors, en fait, pour essayer de penser, pour rendre figurable en fait ces mondes post-capitalistes, il y a trois ancrages réels, parce que encore une fois, on cherche à se démarquer. Je dis c'est un travail de figuration raisonnée. C'est pas un travail d'imagination où on se dirait bon bah tiens voilà, je me mets sous un arbre et puis je rêve d'un monde idéal. Voilà. Non, c'est une figuration raisonnée qui essaye de partir du réel, de partir de choses concrètes dont on peut discuter, sur lesquelles on peut raisonner. Ça n'exclut pas du tout, quand je dis ça, c'est pas du tout pour mépriser le travail d'imagination. Par exemple, la science-fiction, c'est extrêmement important, c'est aussi une ouverture vers les possibles. Donc, c'est pas du tout pour minorer ou dévaloriser ce genre d'approche, mais c'est pas celle qu'on a choisie. Dans cet exercice de figuration raisonnée, pour nous, il y a 3 points d'appui principaux. Le premier, j'ai déjà mentionné, c'est l'observation et la pratique des expériences alternatives réelles, à la fois dans le passé et aussi dans le présent. Donc, ce sont des préfigurations en fait de ces mondes post-capitalistes qui souvent mettent en œuvre et pensent certains des concepts qu'on utilise dans le livre lui-même. Le deuxième, j'en ai parlé aussi, c'est la critique des expériences révolutionnaires passées. Et là, par exemple, il y a la question de l'État qui arrive, puisque les principales expériences révolutionnaires du XXe siècle, à part la Révolution espagnole, elles sont fondées sur une option étatique, hein, qui fait de l'État le moyen central de la transformation révolutionnaire. Et évidemment, on peut considérer que c'est une des raisons, en fait, des dérives de ces expériences. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième, c'est la critique même du capitalisme. Alors, et en fait, l'identification dans cette critique de ce que le capitalisme fait à l'humanité, ce que le capitalisme fait aux manières de vivre, aux manières de penser, aux représentations, aux subjectivités, aux formes d'organisation, etc., etc. Et là, on se dit, cette critique du capitalisme, elle nous montre ce dont on doit se débarrasser. Et donc, après, l'effort mental, c'est de se dire, on identifie ces caractéristiques du capitalisme
qui souvent en fait sont propres au capitalisme, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas dans les sociétés antérieures, et donc on peut les enlever mentalement, et c'est là où s'ouvre cet espace des possibles que montre justement l'élimination, le dépassement du capitalisme. Et donc là, c'est là où c'est sur ce point-là que la question que tu poses, c'est-à-dire des concepts, de la manière dont on analyse le capitalisme lui-même, avec quels concepts, quels sont les concepts fondamentaux du capitalisme, quels sont ses mécanismes fondamentaux, sont essentiels. Parce que si on fait une critique trop étroite du capitalisme, par exemple, de dire le capitalisme c'est la propriété privée des moyens de production. Voilà, bon, c'est une définition assez classique. Ou c'est simplement l'appropriation privée des profits. Donc effectivement, il y a les gros riches qui se mettent tous les profits dans les poches, et puis la majorité de la population qui reçoit les miettes. Bon, ça c'est une vision, c'est pas complètement faux. On sait que les inégalités ont progressé de manière exponentielle, notamment dans la phase néolibérale. Donc cette question, elle est réelle, mais elle est peut-être insuffisante. Donc c'est là où peut-être une critique plus radicale, qui identifie justement les notions cruciales du capitalisme que tu as nommées toi-même, c'est-à-dire la marchandise, l'argent, le travail, etc., etc. Donc ces notions cruciales elles sont aussi présentes dans le livre, et il y a notamment un article dans CMJAP que je citais tout à l'heure, qui s'appelle « Sortir de l'économie », qui pose, c'est même le premier texte du livre, à part l'introduction, l'introduction dans laquelle aussi on développe évidemment un peu tout ce que je suis en train de dire, et dans laquelle on pose aussi notre approche du capitalisme et les principes qui permettent en fait de dérouler cet exercice de figuration post-capitaliste. Donc ces questions de définition conceptuelle, elles sont à mon avis aussi effectivement très importantes, et elles sont présentes notamment dans cet article, mais dans d'autres articles. La question de l'État que tu évoquais, il y a aussi un article évidemment, parce que ça c'est une des lignes de clivage, on ne va pas se mentir, quand on parle des approches du post-capitalisme, il y a des lignes de clivage qui sont effectivement identifiées dans l'introduction. La question de l'État, est-ce que c'est l'État qui est l'instrument de cette transformation vers le dépassement du capitalisme, ou est-ce qu'on envisage des modèles non étatiques, qu'on peut dire communaux par exemple, voire communalistes? Bon, c'est évidemment une ligne de clivage historique qui remonte au XIXe siècle et qui n'a pas fini d'exister aujourd'hui. Bon, c'est assez classique. Il y a d'autres questions qui sont peut-être plus récentes et qui touchent encore que c'est aussi toute leur histoire. C'est la question autour de la question de la production, du productivisme, parce que historiquement, notamment dans les courants marxistes, évidemment, une des bases de la pensée du dépassement du capitalisme, c'est l'essor des forces productives. Ça, c'est dans tous les manuels, c'est le b.a.-ba du communisme dans la version du marxisme traditionnel. Et évidemment, d'abord, on s'est aperçu du désastre écologique qu'a représenté l'expérience soviétique. Et puis plus généralement, les enjeux écologiques font qu'aujourd'hui, prôner la poursuite de l'essor des forces productives, ça paraît un peu problématique. Ça n'empêche pas certains, y compris ceux qu'on peut qualifier d'accélérationnistes de gauche, de continuer à promettre en fait le communisme grâce à l'automatisation généralisée, et aujourd'hui grâce à l'IA. Donc en fait ce clivage, il est évidemment extrêmement fort. Et un troisième clivage, c'est autour des questions qu'on a évoquées aussi, du rapport à la modernité en fait. Les expériences et la pensée révolutionnaire dominante des 19e et du 20e siècle, elle s'est inscrite dans le sillage de la modernité en reprenant cette idée de l'universalisme, en reprenant cette idée d'une domination sur la nature, en reprenant éventuellement aussi, mais de façon un peu moins nette, une conception du sujet individuel et de l'individualisme qui était aussi constitutive de la modernité. Et aujourd'hui, on se dit que ces approches-là doivent être sans doute soumises à une certaine critique, et donc il y a d'autres approches, évidemment, qui vont dans des directions différentes et qui vont chercher justement du côté de cultures non occidentales pour faire pendant précisément à cette domination de la pensée de la modernité occidentale. Donc ça, c'est les lignes de clivage qui sont toujours présentes aujourd'hui dans les débats autour du dépassement du capitalisme, et ils sont présents, ils traversent le livre aussi d'une certaine manière. Alors sur la question de la poésie, évidemment... Poétique,
la poétique si tu veux, ou même la poésie, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'elle a suffisamment sa place dans le livre? Je pense qu'elle est présente. Le texte sur les arts est un très très beau texte qui est dû à deux camarades de la salle de Notre-Dame-des-Landes. C'est un texte, je disais tout à l'heure qu'on ne voulait pas de cet exercice d'imagination, mais là pour le coup c'est un texte fictionnel qui est écrit depuis le futur post-capitaliste et qui raconte en fait un peu des expériences qui ont permis d'arriver à ces mondes post-capitalistes à partir de la question des arts et qui interroge évidemment la notion de l'art tel qu'il existe dans le monde moderne et qui prône une idée qui évidemment n'est pas complètement inédite mais qui est mise en œuvre de manière assez très frappante et très belle en réalité, donc assez poétique je dirais, dans ce texte pour dire que les arts qui nous intéressent d'un point de vue post-capitaliste, c'est les arts de la vie, c'est des arts qui sont intégrés aux manières de vivre, c'est des arts qui rendent la vie plus belle, c'est des arts qui permettent de mettre en œuvre ce luxe communal que les révolutionnaires de la Commune de Paris avaient cherché à promouvoir, par exemple. Madame, le micro il est où? Là. J'avais une question. En fait, j'ai une question très concrète et après j'ai une grande question existentielle. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est des pensées qui me viennent et qu'il y a des réponses. La question concrète, c'est, tu as parlé d'une étude qui s'est faite pour parler dans le champ de l'économie environnementale pour la décroissance, une chose comme ça, et de dire voilà, qui c'est qui l'avait fait et un peu si la sobriété heureuse, je crois que c'est ça, non? Et là, après, un peu l'idée c'était, je me présente, je suis Cynthia, je viens de Colombie, je suis copine de Longomaille depuis des années, du coup je connais un peu, disons, d'autres manières de s'organiser, pas capitalistes, ou pas trop capitalistes, disons, ou moins capitalistes. Mais aussi, je donne des cours maintenant dans le Cauca, une région colombienne, il y a beaucoup de communautés indigènes et la plupart de mes élèves sont des communautés indigènes. Et quand je leur pose la question qu'est-ce qu'ils peuvent penser ou imaginer de s'organiser, de vivre d'une autre manière hors capitalisme, ils me disent non, mais c'est pas possible. On ne peut pas. Et c'est toujours un peu la question d'essayer de les convaincre de que si, de qu'on peut, qu'il y a d'autres manières que déjà eux ils font. Mais ce qui semble le plus impossible chez nous, c'est justement d'arrêter ces grands pouvoirs. Déjà, on croit, chez nous par exemple, avec mes élèves et avec les gens qui font la résistance aussi à niveau de survie aussi face à groupes armés et tout ce qui se passe aussi en Colombie, c'est que simplement si on arrêtait de nous embêter et de nous contrôler depuis l'extérieur et depuis toutes ces ficelles qui se bougent dans le monde économique, politique et tout ça, on pourrait créer effectivement d'autres mondes moins capitalistes au moins déjà et avec d'autres principes mais aussi moins contrôlés et moins enrichissants. Moi, en fait c'est la question mais je ne sais pas si vous pouvez la répondre, c'est comment on peut pour arrêter ces pouvoirs s'il y a des pistes dans ces textes que je vais voir après. Mais si vous avez trouvé des manières d'organisation ou des choses qui servent à arrêter, parce que maintenant on voit que avant on pouvait porter plainte devant la Cour pénale internationale, avant on pouvait aller sur certains organismes internationaux pour essayer d'arrêter une massacre en Colombie et ça fonctionnait un peu avant. Maintenant, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire par rapport à ça. Et justement, tout ce monde pré-capitaliste qui existe aussi en Colombie, ils sont en train de se faire arraser par ce grand monstre, on va l'appeler. Du coup, s'il y a... Voilà, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'était un peu pour montrer ça. Sur le premier point spécifique, donc là je faisais référence à une étude de Julia Stenberger, qui est une chercheuse à l'université de Lausanne. C'est une étude publiée dans une revue qui est publiée en anglais, et le titre c'est plus ou moins « Une vie bonne pour tous dans les limites planétaires », point d'interrogation. C'est ça exactement ça le sujet qu'elle traite dans cet article. La référence est donnée dans une des notes
Parfois, c'est bien d'avoir des notes, ça donne des références. Sur ce que tu évoques dans le Cauca, qu'on connaît, au Chiapas, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans cette région, en Colombie en général, et dans cette région en particulier. Et que des acteurs de ces luttes sont venus présenter à de différentes occasions dans des rencontres organisées par les zapatistes. Donc ces luttes-là sont présentes au Chiapas. Alors, évidemment, eux, ils ont une pratique justement qui, à nous paraît réussir à sauvegarder quelque chose qui normalement doit être détruit dans le système capitaliste, ou leur forme d'auto-organisation, de pratiques communes, collectives, etc. Mais voilà, ils ont quand même, tu dis, ce sentiment que c'est pas possible de sortir du capitalisme, parce qu'il y a évidemment toute cette présence autour qui cherche à avancer, qui cherche à limiter, voire à détruire toutes ces manières de vivre extérieures ou autres par rapport aux logiques capitalistes. Et donc évidemment, c'est un peu décourageant. On n'a pas la réponse, forcément. Je ne sais pas si... je pense que Rossio, tu veux peut-être dire quelque chose. J'ajoute juste que il y a l'expérience zapatiste, elle est dans la même situation, mais effectivement, elle a réussi à préserver une forme d'autonomie à une échelle assez importante pendant 30 ans, avec beaucoup de difficultés et une situation qui aujourd'hui est extrêmement menacée et très, très compliquée, très fragile aussi d'une certaine manière. Mais il continue malgré tout, et par rapport à cette préoccupation du post-capitalisme, j'ajoute que au cours des dernières années, à plusieurs occasions, les zapatistes, et en particulier le commandant Moïse, qui est le porte-parole des zapatistes depuis quelques années, a lancé cet appel justement au peuple du monde à réfléchir et à penser ce que serait un monde sans le capitalisme. Ils appellent ça le El Día Después, le jour d'après. Donc eux-mêmes, depuis leur expérience de lutte, doivent bien penser que fortifier en fait l'imaginaire, cet imaginaire alternatif, cet imaginaire qui permet de dire justement oui, c'est possible, et cet au-delà du capitalisme, c'est possible, et il faut le penser, il faut que ces images nous accompagnent aussi dans nos luttes, parce que c'est un surcroît d'énergie, c'est aussi quelque chose qui, pour beaucoup de gens, effectivement, va défaire, en fait, le but c'est de défaire l'évidence de la domination actuelle, de cette domination qui, comme tu dis, paraît inébranlable, qui en plus se renforce, qui supprime des outils qu'on pouvait avoir dans les décennies passées, et qui finalement nous décourage et nous font sombrer tout le monde dans cette espèce de fatalisme. Donc se restaurer ou créer et développer cette image d'un monde d'après qui est l'objet même des luttes et qui nous donne l'énergie de ce qui est désirable, ça fait partie des outils de lutte. Ça ne résout pas les problèmes immédiats, effectivement, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte, et c'est ce que les zapatistes eux-mêmes soulignent en lançant cet appel à penser le jour d'après. Je vais essayer de partager par rapport à la fête quelque chose qui peut être utile à réfléchir. Il peut y avoir des fêtes partagées dans différents endroits, dans les États, disons, du sud de Mexique, je connais le mieux. Mais il y a les fêtes que font les gens avec leur organisation dite traditionnelle, qui va aussi avoir un surplus dans l'organisation, par exemple, le mouvement politique. Dans le cas des zapatistes, ils ont repris une fête traditionnelle qui se fait en parallèle dans une commune non autonome et non zapatiste. C'est la même fête. Mais comment ils se font les choses sont très différentes. Dans la fête zapatiste, ce qui prime, c'est la relation entre les personnes qui font partie des communes. Dans la fête qu'on dit officielle, parce que maintenant ça devient comme ça, c'est l'État qui contrôle. Et les choses changent radicalement. Donc les zapatistes parlent de la fête comme une possibilité de
de recréer l'organisation territoriale en permanence et les forces de la production dans différents territoires, à la montagne, à la forêt, par exemple. Dans les fêtes dites officielles, ça c'est fini. Quand l'État a pris en main la fête. Donc l'État, c'est déjà quelque chose à réfléchir. C'est un moment au XIXe siècle. Les États ont rêvé d'être indépendants des rois, des féodaux, tellement de choses. Qu'est-ce que ça a donné après? Comment le capitalisme, et si on ne veut pas nommer encore et encore ces concepts, comment est-ce que l'argent, l'industrialisation et le pouvoir de plus en plus individualisé a coupé les réseaux des collaborations, je ne sais pas si on dit comme ça, des coopérations entre différents territoires. Comment on peut restituer ça? Il y a le narco aussi au milieu de tout ça, qui fait partie du capital. Si on n'a pas de consommation et on n'a pas d'achat, ça ne peut pas nous permettre, ça ne peut pas entrer dans la situation des maladies, disons, sociales que ça provoque. Dans les territoires dits autonomes, au Chiapas, zapatistes, il n'y a pas de consommation d'alcool ni de drogue. L'argent ne définit pas de relation. C'est la production et le travail qui restituent ce que la communauté nous donne. Donc ça s'appelle Amtel Patan. Amtel Patan s'appelle Lichimamtel. Lichimamtel, c'est le travail fleuri. C'est-à-dire, c'est un travail qui a un sens de fleuriture. Je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais c'est quelque chose qui permet une restitution de quelque chose et aussi une possibilité de réciprocité. Dans le capitalisme, n'existait pas ça. Il n'y a pas de réciprocité. Ou la réciprocité s'est faite à d'autres niveaux qui ne sont pas dans la construction de la relation pour le bon vivre. Et ça, c'est quelque chose qui fait une différence considérable. Je ne peux pas dire que l'histoire de Mexique et les histoires de toute l'Amérique latine, la vieille ala de Colombie, soient la même. Mais je crois qu'il y en a des points de départ, donc des échanges pour se raconter, pas comment on survit, mais comment on continue à vivre, ça peut donner des résultats intéressants. Et donc l'histoire dont je reparlais de la convocation de ce commandant Moïse, c'est plutôt dans l'idée des pas de propriété, pas s'approprier des choses. Si nous pensons qu'on appartient plutôt qu'on est les propriétaires de quelque chose, on commence à demander la permission, pas pour une question de soumission, mais pour une question de respect du commun auquel j'appartiens. Et donc ça change dans la dynamique de l'imaginaire une relation entre les personnes, avec les espaces que l'on habite, et aussi avec la dimension cosmologique qui est partie de poésie généralisée. Parce que quand on parle, ça devient poétique, mais c'est pas que c'est de la poésie qu'on a bien appris à comment réciter. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose dont on s'intègre, qu'on aime, et qu'on assume qu'on aime bien être dans la façon dont on est. Une des questions de la colonisation au Mexique qui a été frappante, c'est de nous dire « Ah, je veux que mes enfants aillent à l'école pour être quelqu'un de bien », comme si les parents n'étaient pas de bien. Normalement, c'était des paysans, ou c'était des gens qui travaillaient dans des travaux qui ne sont pas reconnus socialement dans le monde moderne. Donc, comment on valorise ça? Il y a le Congrès national indigène au Mexique qui dit nous aimions bien être paysans, nous aimions bien être ce que nous sommes. Donc déjà ça fait une radicale différence entre les enfants qui veulent devenir ce qu'ils ne sont pas et qui ne correspondent pas à leur histoire, mais avoir pas honte d'avoir des parents qu'ils sont. L'histoire de la maladie de la honte, c'est une maladie encore qui est arrimée à l'histoire de la violation de la première femme dans le mythe, mais aussi au viol qui implique la domination pas seulement d'un corps,
mais un territoire et d'une vie, c'est encore une maladie. Et ça s'appelle comme ça, la enfermedad de la vergüenza. Jusqu'au moment qu'on se détache de cette honte culturelle, en assumant une histoire diverse à celle-là des conquérants, par exemple, dans ces situations spécifiques, il y a une différence pour assurer qu'on n'accepte pas n'importe quoi qui nous amène l'argent, mais qu'on peut construire autrement, avec certaines traditions qui ne vont pas dans le sens de la domination, mais dans le sens de la libération. Et l'idée, je pense aussi avec les étudiants à l'université, c'est d'identifier parfois des petites choses que peut-être ils ne se posent pas la question pourquoi ils veulent l'oublier, ou pourquoi ils voudraient le repenser ou se rappeler, pour se brancher à l'histoire qui n'est pas celle-là de la concurrence ou de la compétition, qui amène un monde moderne et capitaliste, en tout cas à l'université que je connais, qui est très semblable à celle des États-Unis. C'est des points, c'est des choses pour réussir de plus en plus à la compétition. Et la compétition amène à une destruction aussi des relations sur place, pas seulement avec les étudiants, mais aussi avec les réseaux qui peuvent construire une réflexion autre, sans entrer dans des questions efficaces de la création des universités compétitives que le monde en Amérique latine peut copier d'autres réalités. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà trop mêlé les choses, mais c'est quelque chose que je voulais partager par rapport à la fête. L'État, c'est radicalement important pour faire différemment les choses. Si l'État et les partis politiques interviennent dans ça, on nous ôte la possibilité de liberté d'organisation qu'on a sur les territoires avec des façons de faire qui sont très anciennes. Madame. Je vais être bref. Il y a le micro où il est passé. Ah, personne ne sort, on a volé le micro. Bah non, mais... Ah, il y en a plein, il y en a plein là. Dans les vôtres, ça va aussi. On va mettre des caméras. Vous avez posé. Si vous m'entendez? Mais oui, je sais. Mais, Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, je vais être très brève parce que je suis un peu étonnée qu'il y a 3 mots que je n'ai pas entendus ce soir. Évidemment, dans 1 heure, on ne peut pas tout dire et je veux vraiment être brève. Primo, c'est le mot démocratie. Deuxièmement, c'est le mot démographie. Gérer 9 milliards de personnes, ce n'est pas avec Radio Zenzine ou les apâtres qu'on doit en sortir. Pas que je trouve ça magnifique, mais je pense qu'il faut penser, à mon avis, un peu plus globalement. La globalisation de ce monde, elle est quand même à la source. Depuis que Reagan et Thatcher sont au pouvoir, où les néolibéralismes se sont installés, qui a ouvert les vannes à toutes les choses si épouvantables que nous vivons aujourd'hui, comment vous pensez que vous y pensez jour et nuit, moi aussi, mais j'ai un autre métier, je suis sage-femme, sociologue, donc c'est pas mon métier. Et je suis passionnée sur ce que les économistes en disent, je crois que je ne comprends pas grand-chose. J'ai lu Piketty, que je trouve un type extraordinaire. Alors lui, il donne quelques pistes sur le plan économique, il veut 5 000 € pour la globalité de la Terre, c'est très magnifique. J'ai entendu son livre, c'est ce qu'il propose. Et c'est très intéressant. Et lui, on peut y arriver partout. Et je voudrais savoir un peu votre point de vue sur justement, pas sur les démocraties et la démographie, mais surtout sur la globalisation, qui sont, à mon point de vue, quand même si importants. Et par là, on a parlé des notions de l'État, et que on parlait tellement de l'État que ça commence, à moi, me compliquer la vie, parce que j'ai été nomade dans ma vie, et que l'État, oui, l'État ne peut pas tout, mais on ne vit plus dans un État, on vit dans un monde. Et le climat ne s'arrête pas à la frontière, en haut, en bas, elle est dans le monde. Et l'économie, elle est mondiale, le climat est mondial. Et que nous, les Européens, évidemment, sommes de première à être coupables, en quelque sorte.
pour tout ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et aussi, l'Europe est très important, à mon avis. Excuse-moi, j'arrête. C'était une question très courte et très basse. Et elle n'appelle qu'une réponse très courte. Évidemment, c'est juste 3 ou 4 petits problèmes très simples. Je vais vous répondre en 3 mots pour chacun. Alors, bon, évidemment, c'est des questions énormes. Je vous signale que tout à l'heure, j'ai fait allusion, quand j'ai parlé des différents degrés d'évolution du climat, je faisais référence au récent rapport justement publié par Piketty et Lucas Chancel il y a quelques semaines tout juste. Et donc il y a dans ces propositions justement ces différents scénarios climatiques dont je me suis inspiré. Donc je connais ce travail et on peut en tirer des données extrêmement utiles. Après, les solutions qu'il propose, ça c'est à voir. Je ne sais pas si c'est très réaliste ou complètement utopique, et encore plus que ce qu'on dit là. Ça, c'est une autre discussion. Démocratie, c'est présent dans le livre. Alors, après, démocratie, c'est un mot qui peut être mis à toutes les sauces, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Et il y a différentes manières de penser la démocratie. Dans le livre, dans l'ouvrage, il y a des points de vue différents aussi, mais cette question évidemment est présente, et certains auteurs qui s'inspirent, par exemple dans le texte sur la commune, sur l'idée de commune, il y a l'idée de commun, puis il y a l'idée de commune. Donc ça, c'est effectivement une option qui est celle d'une organisation politique qui ne passe pas forcément par le modèle étatique. Et comme l'État vous pose un problème, voilà, du coup, ça peut vous plaire peut-être tout à fait, je ne sais pas, vous verrez. Et donc là, toujours est-il que ces modèles d'organisation, qui sont aussi ce que mettent en place les apatistes dans leur forme d'autonomie, en fait, moi j'appellerais ça une démocratie d'autogouvernement. Parce que, est-ce que la démocratie, c'est simplement le jeu électoral qu'on connaît aujourd'hui? On peut avoir des doutes là-dessus. Donc, démocratie, c'est le fait que les gens, là où ils habitent, décident par eux-mêmes des choix qui régissent leur vie collective. La démocratie, le principe de la démocratie, il est aussi présent dans la notion de commun. La notion de commun, c'est tout ce qui sert à la vie collective n'est pas appropriable, doit faire l'objet de règles d'usage qui sont établies par tous ceux et celles qui sont concernés. Et la deuxième règle du commun, c'est que les décisions sont prises par ceux qui sont concernés par ces décisions. Et ça, personnellement, moi j'appelle ça aussi démocratie. Mais une certaine forme de démocratie que, personnellement, j'appelle une démocratie d'autogouvernement. Voilà. Donc, ces questions-là sont présentes dans ces textes que je viens de vous dire, notamment commun et commune, et dans bien d'autres textes aussi. La question de la démographie, alors évidemment vous me dites démocratie et démographie, alors du coup c'est compliqué, je mélange les deux, enfin bon, c'est pas tout à fait pareil, je suis au courant, et donc démographie, il y a un article démographie, et c'est très important, et alors effectivement, la question de l'accroissement démographique, alors évidemment, on est à 8 milliards d'habitants aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'un monde au début du XXe siècle où on était à 1 milliard d'habitants. C'est pas pareil qu'en 1500 où il y avait 500 millions d'habitants sur l'ensemble de la planète. C'est pas pareil que dans la préhistoire où il y avait 100 millions d'êtres humains sur toute la planète. Évidemment que ça change. Mais je vous rappelle l'article de Julia Steinberger dont on a déjà parlé, c'est la 3e fois que je la cite. Là, elle dit il peut y avoir de l'énergie suffisante, il peut y avoir une vie bonne qui couvre les besoins élémentaires et les choix, ce qui est suffisant en fait pour une vie bonne pour tous les êtres humains, en respectant les limites planétaires, notamment celles qui concernent la question du réchauffement climatique. Même à 8 milliards, même à 9 milliards. Beaucoup d'études aussi vous expliquent, du point de vue par exemple Via Campesina, qui défend une agriculture paysanne à travers le monde, qui dit c'est possible de nourrir l'ensemble de l'humanité avec non pas l'agro-industrie qui nous empoisonne et qui tue des millions de gens avec des produits toxiques, mais grâce à une agriculture paysanne. C'est possible. Les études le disent et les paysans qui pratiquent ces formes d'agriculture le montrent concrètement. Donc, c'est possible. Mais sur la question de la démographie, il y a une chose beaucoup plus intéressante encore, c'est que, alors évidemment, il y a quelques décennies, les projections, c'était, on va à 12 milliards. Bon. Mais on n'en est plus là. Les projections actuelles
de l'ONU, enfin de tous les organismes internationaux, la population va se stabiliser à 9 milliards. Et ensuite, elle va baisser. Ça a déjà commencé dans plein de pays. A commencé par le Japon, la Corée. Le Japon va perdre 40 millions d'habitants d'ici 15 ou 20 ans, grosso modo. C'est le cas aussi en Espagne, en Italie. Bon, la France continue à avoir une croissance démographique, mais qui va arriver à un palier. Donc tout dépend aussi de la question des migrations. Donc voilà, il y a un enjeu, mais tendanciellement, les mécanismes démographiques font que tous les pays, à des rythmes différents, mais s'orientent vers plutôt une baisse démographique. Donc en fait, il ne faut pas raisonner sur le fait que, oh là là, c'est la catastrophe démographique, on ne va jamais y arriver parce qu'on va être à 12 milliards, 9, etc. Il y a un cap à passer, mais après, la population mondiale va baisser, c'est à peu près inévitable. Donc finalement, ce problème qui était un empêchement à penser justement au-delà du capitalisme, il est en train de changer complètement. C'est une donnée absolument nouvelle qu'il faut absolument prendre en compte et qui est plutôt une bonne nouvelle du point de vue du post-capitalisme. C'est un facteur d'empêchement qui est en train de s'atténuer et qui va plutôt disparaître. Alors ça pose un autre problème, c'est qu'évidemment, si la population diminue, ça veut dire qu'il y a un vieillissement de la population. Et donc le post-capitalisme, ça sera plutôt un monde dans lequel la population sera pas du tout la population jeune des pays comme le Mexique ou comme les pays d'Afrique, mais un pays où la population est globalement à tendance vieillissante. Voilà, c'est un fait. Donc le post-capitalisme, une société de vieux. Voilà, alors, évidemment, ça change un peu les perspectives. Alors, est-ce que ça sera une... voilà, donc ça c'est moins bon. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bon comme nouvelle, je ne sais pas, je vous laisse décider. Voilà, à quoi j'ai pas répondu? Ah oui, globalisation. Alors, mais il m'a semblé que c'était un petit peu contradictoire, ce qui n'a rien de péjoratif pour moi, dans votre question. C'est-à-dire que, alors, on ne peut pas ne pas parler de la globalisation, mais vous avez dit vous-même que la globalisation, notamment avec les politiques néolibérales, c'est une des causes des catastrophes dans lesquelles on se trouve. C'est une des causes du fait que les États eux-mêmes ont perdu à peu près tous les leviers de l'action publique. Donc les candidats pendant les campagnes électorales vous promettent ceci ou cela, et puis après, en fait, ils font ce que les marchés leur disent de faire, grosso modo. Et l'accroissement des inégalités, pour revenir à Piketty, par exemple. Donc ça, c'est très clair. Et alors, donc justement, le problème, c'est que le capitalisme... Alors aujourd'hui, on est dans un capitalisme globalisé, transnational, et donc ces logiques transnationales dominent et s'imposent aux États eux-mêmes. Ça, c'est un phénomène, en fait, qui est, depuis le début de l'histoire du capitalisme, qui va forcément toujours vers des échelles sans cesse plus grandes, vers finalement une unification du marché mondial qui s'est réalisée pendant la période néolibérale, et avec toutes les conséquences négatives que l'on connaît. Et donc, est-ce que le post-capitalisme doit continuer dans cette voie? Est-ce qu'il doit faire encore plus de global? A priori, non. Vous êtes d'accord? Voilà. Du coup, c'est ce qu'on dit dans le livre, et c'est ce que disent beaucoup de gens. Il faut, face à ces dynamiques-là, il y a beaucoup de gens un peu sensés qui se disent il faut peut-être relocaliser un bon nombre de choses. Alors vous me direz, maintenant même les gouvernants, pour des questions de souveraineté, se mettent à parler de relocalisation, mais à une échelle vraiment infime, parce que de toute manière, ça ne va pas entamer radicalement des logiques du capitalisme qui sont des logiques, aujourd'hui, des logiques globales et transnationales. Mais dans une logique post-capitaliste, il faut une relocalisation radicale. Il faut une relocalisation radicale des circuits courts sur le plan économique, sur le plan productif, et des formes d'organisation relocalisées qui sont celles dans lesquelles des formes démocratiques ont le plus de chances de se mettre réellement en place. Voilà. Donc, beaucoup moins de globalisation, mais est-ce qu'il faut penser le post-capitalisme, et j'entends ça dans votre question, est-ce qu'il faut penser le post-capitalisme uniquement sous l'angle du local? Et c'est là où il y a un débat aussi. Il peut y avoir des gens qui vous disent « Ah oui, contre le capitalisme globalisé, etc. Nous, on veut du local, on revient à la production de subsistance locale, biorégionale, etc. Que des circuits courts, et puis de l'artisanat local, et c'est tout. » C'est pas possible. Alors, il y a des gens qui disent que c'est possible. Vous pensez que c'est pas possible. Il y a des gens, y compris certains ou certaines, comme Geneviève Pruvot, qui a écrit dans le livre, sur l'article qui s'appelle « Entre subsistances », qui défendent ces positions-là. Il y a des biorégionalistes, il y a des courants de pensée qui développent ces conceptions. Ce n'est pas tout à fait notre position.
Et notre position, c'est se dire, oui, il faut une relocalisation absolument radicale, il faut un redimensionnement radical de l'activité productive, donc une anti-croissance, si vous voulez, redimensionner l'activité productive, mais peut-être qu'en effet, ce n'est pas entièrement jouable ni souhaitable de se limiter uniquement à une organisation locale, à la fois sur les questions productives, parce que même si vous voulez produire un vélo, vous pouvez produire un vélo localement, et dans le livre, un des auteurs, c'est un artisan qui fabrique des vélos, qui fabrique des vélos cargo, donc des outils de cyclo-logistique qui permettent du transport de marchandises sur quelques centaines de kilomètres avec des moyens qui sont écologiquement tout à fait compatibles. Il fabrique tout ça, mais il y a des pièces comme les roulements à billes, un artisan ne peut pas fabriquer un roulement à billes. Donc il y a un minimum de production, y compris pour une production qui serait principalement artisanale, qui a besoin d'un certain nombre d'outils qu'on pourrait qualifier de néo-industriels. C'est un gros mot qui ne plaît pas à tout le monde, qu'on emploie dans le livre, c'est presque une provocation, et il y a des discussions là-dessus. Donc voilà, il y a des discussions. À quel degré on peut aller dans la relocalisation et quelle forme d'organisation autre que locale, à la fois pour ces questions productives et aussi pour des questions de décision collective. Parce que les décisions collectives, elles doivent être prises à l'échelle concernée pour que les gens concernés puissent décider collectivement, mais il y a des questions qui effectivement se posent à une échelle autre que locale. Si vous voulez organiser un réseau de transport à l'échelle européenne, par exemple, il faut se coordonner. Il faut se coordonner à l'échelle européenne. Donc s'il y a des communes qui s'organisent localement pour l'essentiel de la vie, il faut quand même qu'elles se coordonnent pour organiser ces réseaux de transport. Et puis il y a par exemple la question climatique qui ne va pas disparaître comme ça dès le jour où on va dire ça y est, on est dans le post-capitalisme, c'est fini. Il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle des communs négatifs, c'est-à-dire des héritages négatifs du capitalisme qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il y en a deux qui sont particulièrement inquiétants et problématiques. Je donnais quelques bonnes nouvelles tout à l'heure, mais il y a aussi des mauvaises. C'est les centrales nucléaires. Les démanteler, en gros, je crois que personne ne sait démanteler une centrale nucléaire, même pas les ingénieurs qui les ont construites. Donc ça va prendre des décennies et des décennies, et on a intérêt à avoir quand même des ingénieurs qui sont un peu formés, parce qu'on n'a pas laissé les centrales nucléaires comme ça à l'abandon, parce que évidemment c'est éminemment dangereux. Donc ça c'est quand même un gros souci. Et puis le réchauffement climatique, quoi qu'on fasse, il y a une inertie évidemment, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il va falloir se préoccuper de cette question du climat pendant des décennies et peut-être même un certain nombre de siècles. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des études, il faut mesurer l'évolution du climat, il faut évaluer l'effet de telle ou telle action humaine sur le climat. Et donc ça, il faut aussi se coordonner à une échelle qui peut-être est même planétaire pour cette question simplement des communs, de ce qu'on pourrait appeler des communs planétaires. Les communs planétaires, c'est le climat, c'est les océans, c'est la biodiversité, etc. Et santé. Alors la santé, elle se règle quand même principalement à l'échelle locale ou régionale, mais il y a des problèmes comme les zoonoses qui sont un troisième commun négatif du capitalisme, donc les pandémies d'origine animale, enfin qui passent, donc, comme vous savez, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, du monde animal vers les humains, et ça va continuer à être un effet négatif du capitalisme sans doute pendant un certain nombre de décennies. Il y a aussi un article dans le livre, je ne veux pas faire de publicité, je suis là pour ça, donc je le fais. Il y a un article Zoonose qui est écrit par une médecin qui est spécialiste de ces questions et qui envisage précisément ces questions de santé pensée dans sa globalité. On dit One Health aujourd'hui, donc une santé qui en fait ne peut pas être pensée en séparant les humains du reste du monde vivant et qui doit donc penser ces questions de santé de manière globale, précisément pour être armé au sens métaphorique du terme, contre de futures zoonoses qui ne manqueront pas d'arriver, quoi que nous fassions malheureusement. Merci beaucoup. On va boire un coup et après aussi il y a dans le couvent de Cordeliers. Et il y a la cantine populaire bi-hebdomadaire. Oui, et il y a des comptes aussi qui vont commencer et une présentation de la mutuelle de matériel dans les Cordeliers. C'est comme une initiative pour pouvoir émerger autre chose. Un blocage du 17 ans, juste pour rappeler, et qui a perduré et qui continue à perdurer et qui rassemble énormément de personnes. Et voilà, il faut saluer cette façon aussi d'y être, de réfléchir
sur justement le tour de la répression. Est-ce que les gens sont intéressés pour des podcasts? Est-ce que tu